Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les protéines. Donc voilà, je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, parce que tout simplement, ça va être difficile de comprendre celle-ci. Donc voilà, là, on va vraiment parler de l'aspect fonctionnel des protéines et on va rentrer plutôt dans les détails. Donc la première partie, je le rappelle, c'était plutôt l'aspect structurel des protéines. Donc voilà. Et là, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Donc on va directement passer au cours et on se retrouve à parler donc en grand 5 de la dénaturation des protéines. Donc là, comme on a dit, les protéines sont des structures qui sont assez solides, entre guillemets, avec toutes les liaisons qu'on a parlé précédemment, mais elles peuvent quand même être dénaturées en étant exposées à différentes choses, et ça va nous permettre de pouvoir mieux les analyser au final. Donc, comme est dit dans le cours, la dénaturation des protéines peut survenir notamment en exposant les protéines à la chaleur. Alors ça peut être utilisé pour de nombreuses méthodes d'analyse, notamment la PCR, que vous connaissez sans doute, et qui permet donc d'analyser les séquences, etc. de nos protéines. Ensuite, donc, on va exposer donc nos protéines à la chaleur. À rappeler qu'à 60 degrés, on a la rupture des liaisons hydrogènes. Donc, les liaisons hydrogènes, on en a parlé donc, pour les structures secondaires et tertiaires. Et, donc, du coup, ça va donner une dénaturation, mais qui va être réversible cette fois. Donc voilà, à 100 degrés, on a la rupture de toutes ces liaisons qui font que là, on parle d'un processus qui va être irréversible. Donc voilà, ça, apprenez-le par cœur, c'est pas très dur et ça peut vous permettre de gagner des points au QCM, tout simplement. Ensuite, on va vous parler donc de la structure des protéines et du fait que, comme on l'a dit précédemment dans la première partie, la structure peut être disposée de différentes façons. Et on va avoir des protéines qui vont intervenir dans la conformation des protéines. On appelle ça les protéines chaperones. Et bon, ça, vous le verrez notamment au deuxième semestre avec les cours de biologie cellulaire, où on va vraiment beaucoup plus rentrer dans les détails. Là, le but, c'est pas de rentrer dans les détails, donc voilà, apprenez juste que les protéines chaperones peuvent modifier la conformation des protéines, et voilà, tout simplement. Avec l'exemple qui peut être associé avec la maladie du prion, qui concerne les protéines chaperones, et qui donne une mauvaise conformation de la protéine, et qui est du coup une protéine toxique. Donc, voilà, tout simplement. Donc en gros, nos protéines chaperones vont venir conformer nos protéines afin de leur donner une fonction bien précise, car en fonction de la conformation des protéines, on va avoir des fonctions qui peuvent être totalement différentes. Ensuite, on va voir donc les différentes conditions physico-chimiques qui peuvent modifier la conformation de la protéine. Et donc on a la température, la force ionique, le pH. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. Voilà, donc je pense que ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et donc on a les dernières conditions qui vont être des conditions thermodynamiques. Donc ça, notamment, je fais le cours associé, donc je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas vraiment bien ou si vous ne maîtrisez pas encore assez la thermodynamique. Et voilà, donc en fonction des différents niveaux d'énergie, on va avoir le repliement des protéines qui va se faire de manière instantanée, donc autonome, et les protéines vont d'elles-mêmes se replier. Voilà. Ensuite, donc comme on a dit plus tôt, on va parler des ponts disulfure. Donc les ponts disulfure, c'est des liaisons covalentes. Donc ça c'est super important parce que ça va traduire le fait que nos ponts disulfure sont des liaisons fortes. Donc c'est des liaisons qui vont s'établir entre deux résidus de cystéine non contigus. Alors ça, c'est vraiment une phrase à apprendre par cœur. Voilà, et apprenez-le vraiment mot pour mot parce qu'ils aiment bien changer à chaque fois euh, un petit détail dans la phrase pour vous faire vraiment passer du tout au tout et ça va forcément annuler ou valider l'item. Donc vraiment, je vous conseille d'apprendre vraiment cette définition par cœur. Les ponts disulfure s'établissent entre deux résidus de cystéine non contigus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un acide aminé entre les cystéines. Voilà, non contigus, ça veut dire qu'ils ne se suivent pas. Voilà. Et ces ponts disulfure participent à la structure tridimensionnelle. Voilà. Et en fait, donc les ponts disulfure, c'est des ponts, on va dire SS, parce qu'on a deux soufre, en fait, deux atomes de soufre. Donc on appelle ça des ponts disulfure, donc parce qu'il y a deux atomes de soufre, tout simplement. Et en fonction du passage d'oxydé à réduit, on va changer de forme et ça peut changer de fonction. Voilà, tout simplement. Et on a une enzyme qui va catalyser la formation de ces ponts disulfure, qui est la pont disulfure isomérase. Voilà, donc ça c'est super important. Nos ponts disulfure vont vraiment donner à notre protéine certaines résistances et à travers donc des liaisons fortes qui sont des liaisons covalentes, tout simplement. Donc voilà, ça vous l'apprenez et ça permet donc, comme je l'ai dit, de stabiliser la structure tridimensionnelle des protéines. Voilà.
Ça, vous le retenez et ça suffit amplement. Ensuite, donc on a des forces de cohésion qui agissent au sein même de la protéine. Donc on a les interactions hydrophobes entre les chaînes latérales. Donc voilà, là on va pas s'attarder dans le détail dessus. On vous dit que c'est des liaisons qui sont faibles, qui peuvent utiliser qu'en milieu aqueux, etc. Donc voilà, retenez que c'est des liaisons faibles et que c'est pas très enfin c'est pas euh, l'essentiel à retenir. Mais voilà, ces interactions hydrophobes, elles conditionnent la structure tridimensionnelle et peuvent conditionner l'association de deux monomères. Voilà. Donc ça, vous le retenez et tout simplement, ça suffit. Il n'y a pas trop, y a pas trop de détails dessus. Voilà. Sachez qu'il y a des interactions hydrophobes, c'est des liaisons de faible énergie et elles peuvent conditionner la structure tridimensionnelle, tout simplement. Ensuite, on a les liaisons hydrogènes. Ça, c'est plus important. On en a parlé dans la première vidéo. Et dans la première vidéo, on a dit que les liaisons hydrogènes s'établissent entre le carbonyle du résidu N avec l'hydrogène de la fonction amine du résidu N plus 4. Alors ça, c'est super important. Et c'est ce qui était la différence de nos feuillets bêta et de notre hélice alpha. C'était que entre le feuillet bêta, on avait des liaisons hydrogènes qui étaient interchaînes. Et dans les hélices alpha, on avait des liaisons qui étaient intrachaînes. Voilà, tout simplement. Donc ça, je fais le rappel de la vidéo d'avant. Et en fait, ces liaisons hydrogènes sont super importantes et elles vont vraiment donner cette rigidité à cette protéine. Voilà, tout simplement, à la protéine. Euh, c'est des liaisons qui sont pas très fortes hein, quand même. C'est super important parce qu'elles sont en quantité énorme, donc elles confèrent quand même une rigidité importante. Mais si on fait le rapport avec les liaisons pondisulfure qu'on avait parlé précédemment, donc on est vraiment, bon, voilà, l'énergie de rupture c'est entre 10 et 20 kJ par mol, alors que notre liaison euh, de pondisulfure qu'on a parlé précédemment c'était 110 kJ par mol. Donc là on est quand même une énergie plus basse, mais comme elles sont en nombre beaucoup plus important, on parle quand même d'une résistance. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a les liaisons salines qui s'établissent entre les différentes sous-unités d'une protéine multimérique. C'est des liaisons fortes, électrostatiques, qui s'établissent entre des résidus d'acides aminés de charge opposée. Donc ça, il n'y a pas trop de détails dessus. Apprenez vraiment par cœur en fait, parce qu'on peut vous poser des questions dessus. Et, euh, et voilà, il n'y a pas trop d'explications à donner. Je vous conseille vraiment d'apprendre ces liaisons par cœur. Voilà, les liaisons salines, covalentes, pondisulfure, hydrophobe, hydrogène, parce que vraiment on peut vous poser des questions dessus. Ensuite, on parle des liaisons covalentes. Donc ça, vous les connaissez. Voilà, donc là on parle des. Il y a un exemple qui est donné, c'est les pondisulfures. Je pense qu'avec tous les cours qu'on a eu du E1, vous savez, vous maîtrisez les liaisons covalentes. C'est des liaisons qui sont très robustes et qui confèrent à la protéine donc toute sa rigidité. Donc voilà, si on résume, on a donc toutes ces liaisons. Donc on a les pondisulfures, liaisons très fortes. On a également les liaisons hydrophobes qui sont un peu plus faibles, mais qui sont quand même importantes parce qu'elles conditionnent la structure tridimensionnelle. Ensuite, on a les liaisons hydrogènes qui sont pas très fortes, mais qui sont en nombre, donc qui peuvent quand même donner une certaine rigidité. On a nos liaisons salines qui s'établissent entre différentes sous-unités multimériques. Donc voilà, essayez de faire un petit schéma dans votre tête avec les liaisons covalentes, etc. Ensuite, on va parler donc du rôle des protéines. Donc ici, c'est pas très détaillé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est laissé juste pour la compréhension. Je vais vous l'expliquer, comme ça vous comprenez, voilà, de manière globale, et, euh, et on va rester sur ça. Donc le collagène, les muscles ont un rôle structural. Ça, on l'a vu notamment avec les protéines globulaires, etc. Fibreuses, on l'a vu notamment dans le cours précédent. On a aussi des protéines enzymatiques, donc qui vont participer pardon, au métabolisme du corps. Ensuite, on a nos protéines de régulation, donc ça, c'est les protéines chaperones qu'on a parlé juste avant, et qui vont permettre de modifier la conformation de nos protéines pour leur donner une fonction précise. Et voilà, donc on va pas faire le détail de tout, mais voilà, retenez un petit peu de manière générale, et ça suffira. Donc j'espère que vous avez compris cette partie de vidéo. On va se retrouver pour une troisième vidéo dans laquelle on va faire vraiment nos méthodes d'analyse de manière précise, on va vraiment les caractériser. Et ça va nous permettre de vraiment comprendre comment, à partir de tout ce qu'on a dit précédemment, donc à partir du niveau structurel, à partir de toutes ces liaisons qu'on a entre nos différents acides aminés, entre nos peptides, entre nos protéines,
etc. Comment on va pouvoir les analyser au final, parce que tout ça a un but, et on va donc les utiliser dans un but diagnostique pour par exemple diagnostiquer des maladies, en mettant en évidence des protéines qui peuvent être physiologiques ou pathologiques. Et donc voilà, on va se servir de tout ce qu'on a dit précédemment pour au final les appliquer donc au domaine de la santé et au domaine de l'analyse. Donc voilà, si vous avez quelconque question, n'hésitez surtout pas à nous mobiliser, on va vous répondre. Et on se retrouve donc directement pour la dernière partie.